Rebonsoir à nouveau pour ceux qui sont toujours là avec nous pour aller jusqu'au bout de la nuit où là on entre dans la phase. Alors je vais juste tac 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 ouais, archiver ce qui a été vu tout à l'heure, comme ça vous allez pouvoir à nouveau à partir de maintenant poser des questions. Alors je vous explique rapidement le moment freestyle, c'est-à-dire que là on est dans un moment où on va pas s'enfermer dans un thème particulier, enfin en tout cas on ne va pas choisir nous de s'enfermer dans un thème particulier. On va parler les thématiques qu'on a déjà développées dans le hacking social. Et donc on a proposé à Alessandro, pour ceux qui nous rejoignent à cette heure-ci, donc de rester avec nous, qui était avec nous en première partie sur la question de la publicité, puis en deuxième partie qui nous a rejoint sur la question du journalisme, donc des boulonneurs notamment à Lille, et aussi euh, verso d'un personnage qui est le pape 40. Je sais pas. Le pape 40 de l'église de la très sainte consommation. Voilà, Tout un programme. tout un Le programme. grand prêtre du capital. Et qui nous a fait un passage remarquable tout à l'heure. Et surtout remarquable sur l'ardoise que ça va nous laisser. Mais ça c'est autre chose. Alors, donc on va surtout, alors on va réagir surtout en fonction des questions, des sujets que vous voulez aborder. Bien sûr, vous êtes conscient. Oh, j'ai retrouvé ma voix. Un peu. Vous êtes conscient qu'on ne pourra pas tout aborder, tout répondre aux questions. Si on se lance sur un sujet et qu'on voit qu'on commence à avoir une table ronde autour, on va y aller à fond. Donc voilà, excusez-nous d'avance si on ne peut pas tout commenter. J'ai peut-être juste au préalable, le temps que vous posez vos questions d'ailleurs, juste rappeler ce qu'on entend par hacking social. Sachant que déjà, parler de définition, c'est compliqué. On préfère parler de définition souple, dans le sens que hacking social, c'est très vaste. Que hacking social, c'est pas non plus une définition qui consiste à enfermer une démarche dans laquelle il faudrait à tout prix correspondre. Ce serait un petit peu antithétique avec l'idée d'hacking social, mais pour faire simple, le hacking social, je le disais en début d'émission à 21h, on essaye d'être dans l'attitude du hacker vis-à-vis des questions de la société, c'est-à-dire que on va essayer de comprendre les idées, les grandes représentations dominantes, les structures rationnelles, c'est-à-dire des techniques de management dans les entreprises, etc. On va essayer un petit peu de comprendre tout ça, de démonter, de voir à peu près comment ça marche, de voir qu'est-ce qui va se passer dans les rapports entre les individus, qu'est-ce qui va se passer aussi sur les représentations qui vont se forger par diverses influences, notamment, et on l'avait vu tout à l'heure, la publicité en fait partie, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup aussi. Donc on essaye à la fois, on va dire, sur un plan théorique pour aller vite, de voir un peu comment ça fonctionne, mais on n'en reste pas là. On essaye aussi de penser l'action, car l'action ça se pense aussi, de penser comment on va pouvoir agir, comment on va pouvoir, sans être dans la confrontation, le conflictuel, c'est-à-dire sans être dans une réaction face à ce qu'on pourrait dénoncer. Il n'y a rien contre ça d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas, pour le hacking social, c'est pas notre démarche. Et je ne crois pas non plus que ce soit la vôtre non plus. On essaie de trouver d'autres chemins détournés pour essayer d'améliorer tout ça. Il ne s'agit pas de casser, il ne s'agit pas non plus de faire une propagande X, etc. L'objectif, c'est, on utilise l'image de débrider, c'est un petit peu débrider toutes ces structures, toutes ces influences qui nous empêchent finalement d'ouvrir certaines possibilités qui parfois ça peut être par des désirs qui ne sont pas les nôtres, ça peut être par des modèles de vie qu'on croit être un petit peu notre visée existentielle alors que pas du tout, etc. Donc voilà, vous voyez c'est très vaste, ça pose des questions de société, on va poser des questions dans le monde du travail, on s'interroge sur la publicité, on s'interroge sur les médias, on s'interroge sur les techniques de manipulation basiques puisque ça existe aussi, marketing, voilà, c'est vraiment très très vaste. Euh, pour faire un petit résumé rapide, je pourrais jamais faire le tour de la définition. Voilà ce que ça donne. Alors je crois qu'il y a déjà des questions. Peut-être que Vice va vouloir prendre la parole. Je crois qu'elle a des choses à dire.
Alors, ouais, on a déjà quelques questions. Alors, première question de Powi. Que pensez-vous d'Usul et ses vidéos? Bah, Usul, on adore, hein. Je pense que c'est assez évident. Quand on nous connaît et qu'on connaît Usul, généralement, bah, Alors, c'est un... oui, bon, est-ce qu'il est utile de présenter Usul? Je suis pas sûr, mais il fait un travail, notamment son émission sur nos chers contemporains, où il essaye un petit peu de présenter des gens, soit qu'on voit très souvent dans les médias, ou peut-être un peu moins aussi. Enfin, c'est allez voir. De toute façon, je pense que beaucoup connaissent, en tout cas la personne qui a posé la question connaît. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement regarder dès qu'il sort une vidéo. Et si la question était de savoir est-ce qu'on se sentait en accord avec les propos, alors en bloc comme ça, dans les détails, je sais pas, mais en général, oui, bien sûr, bien sûr. Une autre question, on va dire classique. Le thème de votre prochaine vidéo? Alors, j'aimerais bien répondre, la tartiflette, évidemment. La Mais... tartiflette, peut-être peut-être on va inviter le Pape 40 pour une chanson, je sais pas. Alors le thème de la prochaine vidéo. Non, j'aime pas donner les thèmes. Je peux vous le donner hein, parce que c'est en cours. Mais j'aime pas donner les thèmes. Je préfère plutôt lorsque ça va sortir, vous allez le découvrir. Mais ça reste toujours dans les thèmes qu'on aborde en général. Donc ce sera différent parce qu'on aime bien aussi un petit peu se différencier de vidéo en vidéo, mais ça restera toujours dans le même univers. Je vais pas en dire plus. Voilà, je vais m'arrêter là. Et avant qu'on pose la question, c'est quand sort la prochaine vidéo? Encore une fois, on prend beaucoup de temps pour faire la vidéo, donc vous traduisez, c'est pas pour tout de suite, c'est en cours. Je ne fixe pas de date non plus, parce que si j'en fixe une, c'est que je vais pas la tenir. Mais c'est en cours, ça arrive, et ce sera une longue vidéo, une grosse vidéo en termes de durée. La qualité, c'est pas à moi de la juger, parce que je suis très mal placé, mais c'est en cours. Alors, je prends les questions courtes d'abord, hein, par facilité. Est-ce que vous êtes des bisounours selon Doxa? Oui, évidemment. Est-ce qu'on est Oui, des bisounours? alors selon Doxa, oui, on a fait un article là-dessus d'ailleurs qui a été très très vu sur les bisounours. Parce qu'on nous a traités de bisounours et nous on le prend plutôt comme compliment. Est-ce qu'on vous traite de bisounours aussi? Je sais pas. D'utopiste. D'utopiste plutôt, Ah. d'accord. Bisounours, on est peut-être un peu trop radicaux. Nous, en tant qu'anti-pub, et moi avec l'Église de la très sainte consommation, on s'occupe de l'écologie radicale et sociale, mais plutôt utopiste, ouais. Utopiste avec tout le côté oui, péjoratif du terme, bien sûr. Oui, parce qu'à la fois quand on dit utopiste, d'un côté on dit c'est irréalisable, et on fait aussi parfois référence aux utopies qui ont eu des effets dans l'histoire. Parce qu'il y a aussi ce côté péjoratif là, où l'utopie est irréalisable, et quand on essaie de la réaliser, ça mène au pire. Voilà, ça donne Staline, etc. Exactement. Alors on a une question sur les réseaux sociaux. Alors ça c'est une question qui revient souvent, on nous demande souvent l'avis sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de discussions qui tournent autour de ça. Donc je vais lire le commentaire de Xadaz. Voilà, j'ai une question. C'est à propos des réseaux sociaux. Mes camarades de classe et aussi certains de mes amis ne comprennent pas pourquoi je ne veux pas aller sur les réseaux sociaux. Ne serait-ce que pour récupérer des infos qu'ils balancent sur les groupes et tout et tout. J'ai aussi comme argument que ça permet de garder le contact avec des gens qui sont éloignés. Bref, ils ne comprennent pas qu'on puisse s'en passer et qu'on ne veuille pas y adhérer. C'est plutôt mal posé comme question, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et si vous pouviez en parler, s'il vous plaît. D'accord. Alors, oui, les réseaux sociaux, oui, c'est une question. Alors nous, c'est pareil, on a toujours eu un peu de mal à poster régulièrement sur Facebook ou Twitter. On essaie de se forcer un petit peu, donc c'est compliqué quand on est à l'école, parce qu'à l'école, tout se joue sur la sociabilité. Je pense que
Facebook et une sorte d'obligation sociale des adolescents enfin ils se le donnent là-dessus. Donc ce que Facebook tu ou peux autre, hein, faire, parce que parfois pour certains adolescents, Facebook est ringard, ils vont citer d'autres choses. Ouais. Mais, ce que tu peux faire, c'est détourner la discussion et dire, parler de tes autres expériences sociales. Pas tu survoles, dire ouais, ne pas t'en faire pour ça et parler de tes autres expériences fait. sociales et là je pense que ils comprendront, tout simplement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut montrer qu'on vit autre chose. C'est comme tout à l'heure, je parlais de la télévision. Quand je dis que j'ai pas de télévision, il y a beaucoup de gens qui me disent mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Eh bien là, je dis ce que je fais de ma vie. Et on se rend compte que on est beaucoup, pour le coup, il y a beaucoup de liens sociaux, quoi. J'ai énormément d'amis, énormément de réseaux, mais dans la réalité, dans la vraie vie, si j'ose dire. Et donc, faut montrer ce qu'il y a à faire d'autre, de beau. C'est net. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Par rapport aux réseaux sociaux, nous, à l'Église de la Très Sainte Consommation, en réalité, donc, on critique énormément euh, tous les défauts, comment dire, tout ce qu'on peut reprocher, par exemple, à Facebook, hein, le contrôle, on a quand même beaucoup de griefs contre les grands groupes, hein, Google, Apple, à l'atteinte à privé. On a atteint vraiment des sommets et encore c'est pas fini, loin de là. Et en même temps, c'est comme pour les médias. On utilise les médias, donc on utilise les armes de nos adversaires. Et j'avoue qu'on s'en sert, par exemple, l'Église de la Très Sainte Consommation possède un compte Facebook. J'en suis pas très fier, mais voilà, on utilise les armes qui sont à notre disposition, quoi. Et pour apporter de la nuance aussi, quand on parle des réseaux sociaux, d'ailleurs c'est très intéressant, réseau social Facebook, on voit déjà comment on est un petit peu, j'ai presque envie de dire programmé, mais ça peut être intéressant aussi d'explorer d'autres réseaux sociaux, puisque ça existe d'autres réseaux, je pense à Diaspora notamment. Pour ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas, vous allez faire un petit tour juste pour tenter. Hein. Je vous promets pas forcément que vous allez vous y retrouver ou pas, mais voir à quoi ça ressemble. C'est très intéressant. Comment dire, on ne retrouve pas justement les griefs que tu évoquais à propos de Facebook. Il y a aussi faire soi-même ses propres réseaux sur Internet. C'est pas si compliqué que ça. Parfois, ça peut passer par des choses vraiment toutes bêtes. Pas besoin d'être un programmeur ou autre. Même, bon, je suis pas un vieux. On n'est pas vieux, non. Mais quand à l'époque lycée, donc Facebook, etc., ça n'existait pas. Et oui, ça n'existait pas. Mais Internet existait. Internet existait avant Facebook. Alors, J'ai connu sans Internet. J'avoue plus vieux. Et ce qui était intéressant, c'est que quand on était sur Internet, on se disait pas tiens, il y a telle chose, donc j'ai telle possibilité. On se disait tiens, je voudrais te faire telle chose, ça n'existe pas. Est-ce que moi je peux le faire? Donc ce qu'on appelle le web 2.0 n'existait pas. Enfin, il n'est pas encore vraiment totalement propagé sur la toile, etc. Alors, on se créait. On avait donc sur FTP, on se balançait. C'est pas si compliqué que ça. Hein. On faisait en sorte, avec un petit peu d'espace qu'on avait sur Internet, de se fabriquer un petit forum, des petits trucs comme ça, où on fabriquait nos petits réseaux, et on pouvait faire un peu avant l'heure les conneries qu'on fait aujourd'hui, que les ados aiment faire aujourd'hui sur Facebook. Parce que quand on est ado, voilà, on aime bien plaisanter, balancer des images, etc. Ça, c'est tout à fait normal. La grande différence, c'est que quand on le fait dans un réseau fermé, entre potes, c'est une chose. Quand on le fait sur un réseau où n'importe qui, pas n'importe qui, mais si même n'importe qui en fait, peut avoir accès, et que surtout que ça reste, c'est-à-dire qu'on n'a pas le contrôle sur les informations qui vont demeurer. En tant qu'enseignant, moi je rappelle très souvent aux élèves, vous vous amusez à balancer des photos sur Facebook, mais pensez à vous dans 10 ans, quand vous allez vous présenter, je ne sais pas, pour un CV ou autre, et que cette information sera sans doute, parce que malheureusement, les DRH, etc., ils le font, c'est une réalité, ça dépend où vous allez. C'est un nom même, non? Hmm? C'est un nom?
Oui, le fait de... je sais plus, faire l'enquête sur l'intégrité d'une personne, la vie de la personne par rapport aux traces qu'elle a laissées sur Internet. Donc, faut être conscient que ce qu'on laisse sur Internet, quand on est sur des plateformes dont on dispose de peu de droits, voire de pas du tout, eh bien, ça reste et ça peut être ensuite exploité. Ça peut être, on a une sorte d'image qui reste collée sur nous alors qu'elle ne correspond pas du tout ensuite avec notre vie adulte, etc. Ou même, il faut le dire, on est ado, on dit des conneries, même d'un point de vue politique. Enfin, voilà, on dit des trucs à la con. Ça arrive, ça ne veut pas dire pourtant que l'ado, il est voilà, mais ça reste. Et ça, la grande différence entre lorsque vous êtes sur un réseau où vous pouvez avoir un minimum de contrôle et sur Facebook ou ailleurs, où là, ça peut vous porter préjudice des années et des années après, en dehors du contexte et de l'excuse de l'adolescence. Donc, si vous pouvez le faire, essayez d'autres alternatives, parce que Internet, c'est fabuleux pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire plein de trucs, ou des conneries d'ailleurs aussi, mais faites en sorte d'avoir le contrôle, faites en sorte aussi, si possible, faites-le entre potes. Les délires qu'on fait entre potes, les gens autour, la famille n'a pas besoin de le savoir. Enfin, je pense que c'est pas le but non plus. C'est toutes ces réflexions-là qu'il faut avoir et on peut faire beaucoup de choses. Alors peut-être rester sur les réseaux sociaux. Oui. Alors on parle de Apoï qui me parle de critiquer Facebook. Alors souvent c'est critiquer mais dire du mal de Facebook et compagnie. Directement sur Facebook et compagnie, c'est plus intéressant que dire du mal de Facebook et compagnie à des gens qui sont déjà convaincus. On vise plus de monde. Alors moi je dirais que ni l'un ni l'autre en fait, ça sera pas efficace comme ça. Je pense qu'il faut promouvoir d'autres expériences en fait. Moi, ce que je fais, alors c'est peut-être pas le même sujet, mais je vois souvent des télévores assumés qui me parlent de leurs émissions de télé. Et du coup, moi, je leur parle des films que je vois. Et je vois, ils vont du coup vers les films que je vois. En fait, il faut faire concurrence. Facebook, c'est plus ou moins un truc social, donc il faut faire concurrence avec ça. Parce que dire du mal sur Facebook, ça peut direct, on va te reprocher l'incohérence. Bah alors, qu'est-ce que tu fais sur Facebook Et en dehors de Facebook, eh ben, ceux qui sont sur Facebook, ils vont pas aller chercher l'information parce que c'est un truc qui contrôle. Donc les deux stratégies, à mon sens, ne fonctionnent pas ou alors sont peut-être pas assez efficaces. Alors si tu fais concurrence avec une expérience sociale ou d'internet qui est 1000 fois plus passionnante, qui t'apporte plein de trucs, et ben là la personne va être attirée. Et elle va partir d'elle-même parce qu'elle va voir que c'est plus intéressant, que ça lui apporte plus de choses, que c'est plus rigolo. Donc cette stratégie de faire concurrence face à des choses qui nous déplaisent, c'est une stratégie que je trouve plus intéressante, plus efficace. T'as quelque chose à rajouter ? J'ai rien à rajouter. Mais effectivement, sur Internet et via les nouvelles technologies, je pense qu'il faut bien différencier entre faire parce que c'est possible, parce qu'on me le propose, parce que le service existe, et à l'inverse, parce qu'on veut le faire, le rendre possible. Ça, je pense qu'il y a encore une fois, on retombe sur la question de la création. Voyons Internet comme la possibilité de créer ou de détourner ou de reprendre quelque chose qui existe déjà et peut-être de l'améliorer aussi, plutôt que d'être dans des logiques de consommer le produit qu'on nous propose, la plateforme qu'on nous propose, et d'en déduire les possibilités selon le produit qu'on utilise. Alors que parfois, il faut aussi essayer c'est pas critiquable d'ailleurs hein, cette démarche-là, mais il faut aussi essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire je veux faire quelque chose, ça n'existe pas, je vais essayer de le rendre possible. Et sur Internet, beaucoup de projets peuvent se mettre en place par cette démarche-là. Alors, je regarde les autres questions en même temps. Alors, il faudrait définir ça, mais question très vaste. Je crois qu'Alessandro va se faire un plaisir de répondre. Est-ce qu'un monde non marchand est envisageable pour vous ? Alors, non marchand, on va peut-être
préciser, parce que non marchand, c'est autre chose, mais disons, alors je sais pas, c'est Champimignon qui pose la question. Je pense que ce que tu entendais par là, c'est est-ce qu'une société, est-ce qu'un monde Non axé sur... consumériste ou non, non dans des logiques néolibérales est envisageable pour vous? Parce que non marchand, ça sera peut-être... Alors déjà, quand tu dis que c'est pas envisageable dans une certaine manière, je connais des groupes qui s'interrogent tout bonnement sur la place de l'argent dans nos sociétés et qui cherchent des solutions pour sortir de l'argent, quoi, de cette société où l'argent a une place prépondérante. Parce qu'on fait tous le constat au quotidien que c'est l'argent qui corrompt les rapports humains. Bon, on peut dire aussi qu'il n'y a pas besoin d'argent pour que ça soit corrompu et que ça soit difficile de communiquer entre nous. Mais quand même, c'est l'argent qui fait que ça fonctionne pas quand même. Donc on peut aller vers cette réflexion-là, mais c'est vrai qu'elle est radicale. Et sinon, est-ce qu'on peut sortir, c'est ça, sortir de cette société Est-ce que c'est envisageable? Tout à l'heure, j'ai dit l'utopie et la réalité de demain, sauf que j'y croirais donc si j'avais pas une vision un peu plus pessimiste à cause des changements radicaux climatiques qui s'annoncent. Je m'engage sur autre chose, mais peut-être que c'est un peu long d'en parler, mais on est à une période charnière tout simplement de la civilisation humaine. Enfin, et on se pose pour la première fois la question de la survie de l'humain à cause des conséquences du réchauffement climatique à plus ou moins long terme. Et c'est plus... et on l'a vu avec la COP21. Et avant l'humain, la diversité dans le monde animalier, etc. Les deux, non, mais c'est une bonne précision. Mais donc, j'ai tendance à dire que, par exemple, pour mes luttes concernant la pub et la société de consommation, etc., et la pub contre le capitalisme, le productivisme, moi, je me fais un plaisir de lutter dans la convivialité, la joie et l'envie, le désir, mais je pense aussi que c'est déjà un cadavre, quoi, que ça s'effondre de soi-même et que est-ce que c'est envisageable? Oui, de toute façon, parce que je pense que ça va s'effondrer un jour ou l'autre, quoi. C'est très lent, c'est ma vision. Vous n'êtes pas obligé de la partager, mais il m'arrive d'être dans une rue commerçante, moi j'imagine dans 50 ans de l'herbe, des plantes et la nature qui aura repris ses droits, quoi. Cette société marchande, pour moi elle est déjà morte, mais on le voit pas. On essaie de penser les plaies, on essaie de voir comment on peut la faire durer toujours plus, mais bon. C'est une question de temps pour moi. Et précisons... Je ne sais pas votre point de vue d'ailleurs là-dessus, mais... Justement, précisons, et on partage ce point de vue, que le moteur, le cœur même de cette société de consommation, de ces logiques néolibérales, etc., c'est qu'il y a un postulat de départ qui est complètement erroné et qui est très facile à démonter, c'est l'idée de la croissance infinie. Alors, l'idée de la croissance infinie, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'on pourrait, vous imaginez, une petite courbe, on monte, etc. Même c'est exponentiel, allons-y. Il y a de la croissance, toujours plus de croissance, etc. Mais il faut expliquer sur quoi repose normalement, sauf si on est dans une économie virtuelle. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on croit que c'est encore vivant, alors que c'est déjà plus ou moins, comme tu disais, dépassé. Eh bien, la croissance, elle repose principalement, dans un premier temps, sur les ressources. Sur les ressources premières, sur la manière dont on va les utiliser, etc. Comme le disent beaucoup d'économistes, et Serge Latouche aussi, c'est qu'il y a un paradoxe à penser une croissance infinie dans un monde fini. Et aux ressources finies. Et aux ressources finies. Et avec toutes les questions, l'énergie fossile, etc. Eh ben, c'est problématique parce que la question ne se poserait pas éventuellement si on pouvait
faire un petit tour en passant par un portail sur une planète 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si la question se poserait peut-être, parce que je crois qu'on ferait pas mal de dégâts ailleurs aussi, mais le fait est que la question se pose parce qu'on n'a qu'une seule, une seule Terre avec des ressources données, avec à un moment où il est possible à la fois d'économiser, de faire en sorte que ça tourne, qu'il y ait des cycles, etc. Sauf qu'en ce moment, on est encore dans ce logiciel croissance infinie. Je ne sais même pas s'il y a besoin d'argumenter pour dire à quel point c'est ridicule. J'ai même du mal encore aujourd'hui. Parce qu'on nous l'a répété depuis notre naissance. Et que c'est un acquis, c'est comme il faut de l'air pour respirer, il faut de la croissance pour vivre, pour que l'économie elle vive, pour qu'on ait un travail, pour qu'on puisse consommer et pour qu'on puisse... Voilà, c'est le cycle de la vie. C'est ce qu'on nous vend en tout cas. Et or, nos modes de vie sont insoutenables. Il y a ce qu'on appelle l'empreinte écologique, qui fait que il y a des ressources qui ont mis des millions, je parle du pétrole notamment, mais toutes les autres ressources, qui ont mis des millions d'années à se former. Nous, on est en train de les puiser de manière définitive. Voilà, d'où l'épuisement des ressources. Et non seulement, et quand bien même il y en aurait de manière infinie, il y a ce processus de réchauffement ou dérèglement climatique qui fait que on a un risque très fort d'emballement dans les décennies qui arrivent. Moi, j'ai un fils de 5 ans et demi, je m'inquiète beaucoup pour lui, mais et pour moi aussi, parce que on ne se rend pas compte, on fonce droit dans le mur avec ce dogme, cette foi dans la croissance infinie, justement. C'est quasi religieux. Hein. C'est religieux, c'est pour ça que c'est pas pour rien qu'on a repris le concept de l'Église de la très sainte consommation sur la croissance infinie, le profit infini, la recherche infinie de l'argent. Et ce qu'il y a, c'est ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que il faut bien que la Terre nous nourrisse, il faut bien qu'on se nourrisse, il faut bien qu'on respire de l'air, etc. Et ça paraît de plus en plus clairement comme compromis à plus ou moins courte échelle. Donc je dis pas qu'il n'y a plus rien à faire et tout, je dis pas résignez-vous, on fait rien, je dis on fait plein de choses, plein de belles initiatives. Mais par rapport à la société marchande, parce que c'était la question du départ, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'elle est destinée à perdurer? Nos modes de vie sont destinés à changer, ça c'est sûr. On ne pourra pas continuer comme ça. Mais c'est même quand on est un peu au courant, c'est très difficilement envisageable. Et la question qui se pose, c'est est-ce que notre mode de vie va changer selon notre impulsion, parce qu'on va décider que ça change, ou est-ce que ça va s'imposer à nous de manière dramatique, parce qu'il y a un moment, ça ne va pas tenir. C'est aussi la question qui se pose. Parce que ça va changer, soit parce qu'on le décide maintenant, à court terme, ou soit parce que ça va nous tomber dessus. L'expérience nous dit que souvent, c'est parce que ça nous tombe dessus et ou parce que ça touche notre porte-monnaie, malheureusement, qu'on observe des changements de comportement, notamment de consommation. Mais déjà, parce que la catastrophe, elle est déjà là. Hein, les conséquences, elles sont déjà, on les vit au quotidien. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui au niveau social, voient déjà les problèmes. Les migrants, ou plutôt les réfugiés climatiques, en sont une conséquence. Donc ça déjà bouleverse nos vies, nos politiques, etc. Voilà, c'est présent, c'est déjà là. Mais ce que je vois aussi beaucoup, c'est que je vois de plus en plus d'initiatives, de gens qui changent bien de sûr, vie. c'est ça que je voulais dire. Il y a un truc que je trouve fascinant sur notre forum, c'est que on a plein de végétariens, mais vraiment beaucoup. J'étais épatée à chaque fois ils se présentaient. Moi je suis végétarien. Je me dis c'est incroyable ça. Alors moi je suis pas végétarienne, mais j'admire. Mais j'admire cette posture-là. J'admire cette posture-là parce que je pense que c'est un vrai acte militant. Enfin, c'est oui, tout à fait. quelque chose de fort.
Juste pour précision, pour ceux qui ne savent pas, réduire de moitié la consommation de viande, c'est déjà pour le dérèglement climatique, c'est énorme déjà. Si toute la population mondiale faisait ça, ça serait déjà incroyable. Et oui, je vois plein d'initiatives. La permaculture, par exemple. Les gens se réapproprient l'agriculture. Et ils montrent que la terre, elle peut produire énormément, beaucoup de nourriture, et que ça soit beau et sans saloperie dedans. Parce que ça, ça, c'est génial, c'est quoi. ça qui est terrifiant. C'est qu'on a l'impression de redécouvrir aujourd'hui que les petites bestioles qui sont dans la terre là, et qu'on croira ces saletés là qu'il faudrait éliminer avec des pesticides, je sais pas trop quoi, bah ça sert en fait. Et on retrouve ça au niveau de la permaculture. La permaculture, pour présenter rapidement ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Alors, je suis pas, je suis pas agricultrice ou spécialiste du tout. Hein. Je connais vraiment le thème de surface. Mais en fait, le jardin est autonome. Et en fait, l'alliance entre les plantes, elles s'entraident les unes par rapport aux autres, par rapport aux insectes qu'elles attirent, par rapport aux feuilles qu'elles font tomber, par exemple. C'est toute une harmonie. Voilà, c'est toute une harmonie et ça donne en plus quelque chose qui est esthétiquement très très beau, quoi. Et ça demande moins de travail aussi parce que mettre de l'engrais, de la chimie dessus, c'est du travail. Labourer, c'est du travail. Alors que si tu laisses les feuilles dessus, bah voilà, quoi. Après, bon, t'as dit un mot, c'est autonome. Donc l'autonomie, et c'est ça en fait, c'est quand on parle de tout ça en fait, c'est se réapproprier nos vies finalement. Oui, voilà. Arrêter de déléguer, soit au niveau politique et pratique, voilà nos vies, quoi. Ça va dans ce sens-là. Pour l'agriculture, il y a une dépendance, notamment Monsanto, etc. Souvent on parle d'OGM en termes de santé. C'est pas sous ce point de vue-là que je veux aborder, mais il faut aussi parler en termes de semences et de propriété. Où il faut savoir que les agriculteurs qui sont justement dans une production intensive, eh bien, sont complètement bloqués sur cette semence qui dépend toujours plus ou moins des mêmes, ou Monsanto pour aller vite, où à force de faire des modifications, eh bien, on avait des plants qui tenaient bien l'hiver, en tout cas, on a des plans qui sont prévus pour qu'on puisse avoir un grand rendement, sauf que, hop, on arrive dans une période de sécheresse, eh bien, les plantes d'avant qui n'étaient pas modifiées, elles tenaient très bien dans la sécheresse, mais elles ne tiennent plus. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire à nouveau de nouvelles semences, etc. Et c'est un cercle vicieux, presque une obsolescence organisée des semences. On peut parler de ça, sachant aussi que l'agriculteur n'a pas droit de réutiliser les semences de son année. Enfin, il y a tout un... Voilà, ça s'appelle le brevetage du vivant. Voilà, tout à fait. Et on entre là-dessus sur la question de l'autonomie, sur la question de... On n'a même plus la possibilité... Pire, les agriculteurs qui vont proposer des semences bio, je crois d'une patate qui n'est pas référencée dans je ne sais plus quel cahier, enfin il faut que ce soit dans l'Union Européenne, soit homologué, enfin je ne sais plus trop comment ça se passe, qui est très saine, qui est très bien, mais qui n'est pas homologuée, eh bien c'est considéré comme illégal. Voilà, donc parce qu'il n'y a pas l'étiquette, parce qu'il n'y a pas eu je ne sais pas trop quoi, parce que c'est pas dans les normes, illégal. Un légume qu'on mangeait enfin voilà, pendant des centaines d'années, etc. Enfin, légumes, patates. Enfin bref, des légumes. Enfin, on est vraiment dans ce cercle vicieux sur qu'est-ce qui nous appartient, comment faire pour se le réapproprier, etc. Et on voit bien que tout est breveté, effectivement, et que tout est voué à faire du profit et à faire l'objet d'un échange marchand. On en revient à la question... Oui, il y a quand même de beaux jours devant pour les actionnaires et pour l'espace marchand, mais je pense que ça ne durera pas. Il faut bien se dire que on nous vend notre société comme l'aboutissement définitif et parfait et idéal en termes de démocratie ou que sais-je je sais pas du destin, de la destinée humaine, quoi. Ce qui est complètement ridicule quand même. Parce que si
Si on avait traversé des milliards d'années pour en arriver là, ça serait un peu triste quand même si on peut reconnaître le génie humain, mais quand même aussi sa propension certaine à se suicider massivement, quoi, quand même, ou à détruire autour de lui. Donc oui, non, ce qui est là ne durera pas éternellement, quoi. C'est tout simplement parce que c'est pas possible. C'est pas possible dans une planète ressources finies comme tu disais. Il peut pas avoir de croissance infinie. Euh, c'est aller à l'encontre des lois de la nature en fait. Et on trouve derrière d'autres logiciels aussi, comme le progrès, l'idée de progrès, avec parfois des choses qui ont eu. Alors bon, on va pas faire non plus. On va pas essayer d'analyser Descartes et la philosophie. On va plutôt voir la réception malencontreuse de la phrase rendez-vous comme maître et possesseur de la nature. Et toute une série d'idées où le progrès égale un perfectionnement positif de l'homme, où en gros le 19e siècle serait meilleur que le 18e, le 20e siècle serait meilleur que le 19e, le 21e, etc. Donc il y aurait une sorte de progrès par rapport à la technique, bien sûr, par rapport à la technique, comme si c'était la technique qui allait nous... On renverse les choses en fait. C'est plus l'homme qui par la technique en tant qu'outil, etc., la technique en tant que moyen, c'est presque la technique comme quelque chose qui devient une fin et qui, parce que la technique est neutre, si on l'est justement par la technique, les organisations se faire, etc., voilà, on va droit dans le vide, on va dans quelque chose qui n'est pas du tout organisé, on va dans quelque chose qui n'est pas du tout pensé, on va dans quelque chose d'anarchique finalement. Et on a donc ces logiciels de progrès. On va vers le meilleur, tu disais... On nous voit un petit peu les choses comme si on avait atteint presque notre destinée, qu'on était sur la bonne voie, qu'on pouvait... Un mode d'organisation sociale immuable. Voilà, le travail, consommation. Or, non. Enfin... Et ça ne veut pas dire que c'était mieux avant. C'est pas ça qu'on dit. Ah oui, pas du tout. Parce que là, non, pas du tout. Ça serait le piège et c'est le cliché. Voilà. On ne dit pas que c'était mieux avant. On ne dit pas que la bougie. Non. Voilà, etc. On dit que c'est l'occasion, peut-être, d'inventer, de créer, de réinventer. Parce que lorsqu'il y a le précipice, c'est peut-être l'occasion de fabriquer un pont ou autre chose, je sais pas. Ou de freiner. Mais enfin, nous on le voit comme ça, parce que peut-être ceux qui nous écoutent, ils sont peut-être déprimés de nous écouter. Oui, non. Bon, en fait, il y a plein de choses belles, mais il y a plein de choses belles, tu l'as dit, il y a plein de choses belles qui se font, et même si ça sera peut-être pas beau plus tard, déjà maintenant, il y a des choses très très belles qui se font. Et c'est l'occasion, justement. Mais oui. Sur Internet, on trouve des tonnes de tutos sur la permaculture, enfin plein de ressources. Et de créer des liens aussi. Pour se réapproprier la terre, enfin c'est une bonne solution aussi pour ceux qui sont tentés, enfin sur plein de choses. Pas seulement dans ce champ-là, même si c'est important. Oui. Mais il y a plein de choses à faire. Ouais. Puis déjà de se retrouver, parce que la première question c'était sur les réseaux sociaux. Et donc de se voir en vrai, de se rencontrer, de faire des choses ensemble, c'est pas mal. Des questions ? On n'a plus que 4 minutes. Il y en a plein, c'est dur. Mais là, ça va être très difficile en 4 minutes de traiter une question. Il y a eu des remarques, il y a quelqu'un qui a juste confirmé à propos... Ah ça y est, je l'ai perdu. Enfin, quelqu'un qui nous avait confirmé justement sur sur le fait qu'il fallait déclarer les produits, les légumes, les semences, etc. Alors, c'est compliqué. Alors, je vais peut-être terminer sur une autre question, sur un autre sujet, puisque j'avais vu tout à l'heure, elle est intéressante. On ne la pose... je suis en train de perdre, je suis désolé. Voilà. Pourquoi est-ce important? Donc, on change vraiment radicalement de sujet. Pourquoi est-ce important, selon vous, de garantir l'anonymat sur Internet, même si on n'a rien à cacher? Exercice à remplir en 3 minutes. Exercice à remplir en 3 minutes, eh bien, c'est parti, je vais essayer. Pourquoi c'est important l'anonymat sur Internet, quand on n'a rien à se reprocher? Eh bien, j'ai envie de citer un philosophe, sociologue allemand, je crois, Sofsky, contemporain, qui disait « Celui qui prétend n'avoir rien à cacher a déjà renoncé à sa liberté ». Tout simplement qu'on a tous quelque chose à cacher, il ne faut pas en avoir honte. On a ce qu'on appelle l'intimité,
Si on n'a rien à cacher, dans ces cas-là, tous à poil, allons-y, allons-y gaiement. Pourquoi pas? Si on a des choses à cacher, il faut arrêter de dire le contraire. On a tous des choses à cacher, c'est normal. On a notre jardin secret, on a notre intimité, on a pourquoi pas nos fantasmes, nos envies, voilà, parfois nos doutes. Il y a beaucoup de choses. On peut parfois avoir des convictions politiques qu'on ne va plus assumer après, etc. Et qu'on ne veut pas forcément que ce soit sur la place publique, parce que de toute façon, on ne veut pas se politiser et s'engager dans certains trucs. Il y a plein de raisons qui font qu'on a des choses à se cacher, qu'il ne faut pas en avoir honte. Et je prenais l'exemple tout à l'heure de la trace que l'on laisse sur Internet, que les adolescents laissent sur Internet. Je disais que les adolescents disent souvent, et je suis le premier à l'avoir fait en tant qu'adolescent, c'est pas du tout une critique, des conneries, et c'est normal. Quand on est ado, on dit tous des conneries, et on n'a pas envie, lorsqu'on va se retrouver dans 10 ans face à une carrière de rêve, je sais pas, on va pas non plus tomber dans On peut l'envoyer chier la carrière de rêve aussi. Mais quand on va se retrouver avec ça en face, après en face d'un DRH, c'est bon. d'un DRH, mais si il faut qu'on se le dise, on a tous des choses à cacher. Ça ne veut pas dire qu'on est des terroristes, des psychopathes, etc. Ça s'appelle la vie privée, ça s'appelle l'intimité, et il est important de l'assumer pour soi et de ne pas en avoir honte d'avoir des choses à se cacher. Alors, il ne s'agit pas que de se cacher, d'être anonyme. Je pense que la notion d'anonymat sur Internet, elle va beaucoup plus loin. C'est que sur Internet, on a oublié à l'heure actuelle qu'on peut être n'importe qui, qu'on peut jouer sur Internet avec son identité. Et c'est une opportunité qu'il ne faudrait pas laisser passer en se coinçant dans son nom, prénom, identité. Parce que Internet, c'est aussi cette porte ouverte à se tester soi-même, à adopter d'autres rôles, à jouer théâtralement si on veut. Donc l'anonymat, c'est pas qu'une question de sécurité, c'est une question d'un horizon d'Internet qui serait dommage de ne pas explorer. Voilà, pour faire rapide. Voilà, puisque la construction, notamment encore une fois des adolescents, et c'est important de le signaler, quand on se construit, il ne s'agit pas de s'enfermer dans une identité, mais justement aussi Internet le fait très bien, le jeu vidéo le fait très bien, le jeu de rôle, le théâtre, enfin, tout ça le fait très bien aussi. Dans le théâtre, il y a ça aussi. Le fait par le jeu, par l'expérimentation ou autre aussi, essayer d'incarner des rôles, c'est essentiel dans sa construction. La construction d'identité, c'est tester justement une multiplicité d'identités qui sera toujours souple et qui sera toujours à définir finalement. D'où encore l'anonymat. Quand on parle d'anonymat, on peut aussi parler de pseudo, etc. Je crois que tu me signales que c'est l'heure. Ah bah il est 2h pile du coup. Alors je sais pas s'il y a des gens de la technique ou autres qui peuvent nous dire si on a durable ou pas. Ou de toute façon on avait dit qu'on allait arrêter à 2h, donc on va. Je sais pas. Oula. Ça fait 4 heures qu'ils sont à l'antenne. Hein. Toi aussi. Moi aussi. Presque. On peut continuer un petit peu, comme ça, peut-être faire un petit peu le tour. Finir les questions. Beaucoup de questions. Alors, question uniquement pratique. Hacking Social sera-t-il à l'édition en juin et reconduira-t-elle le forum IRL, expérience très intéressante à l'édition précédente? Merci. En tout cas, voilà, merci pour cette soirée. Merci à toi aussi. Pour te répondre, est-ce qu'on sera présent au GF IRL? La réponse est oui. Est-ce qu'il y aura un forum? Je ne vais pas répondre puisque pour l'instant il y a plein de choses qui se mettent en place. Je pense qu'il y aura quelque chose de toute façon. Nous on y sera. Je ne veux pas me prononcer tant qu'il n'y a rien qui soit officialisé. Nous on y sera. Il y aura sans doute quelque chose qui va se faire. Voilà. J'en sais pas plus. En tout cas je ne veux pas me prononcer. Oula, pour le coup c'est une question qui peut... Je sais pas, on tente une question très épineuse et très difficile, où ça va clasher, où ça va se disputer. Alors, attention. Pour vous,
quel est le système politique le plus viable? Le système représentatif, le système de démocratie directe, le système de démocratie liquide, le système anarchique ou autre? Il est 2h du matin. Il est 2h du matin. On monte un niveau de Bon, défi. alors, je sais pas comment. À 2h du matin, c'est le défi. Moi, j'y connais, peut-être donc je vais y aller. Un jour, moi personnellement, je répondrai à un jour où j'ai dormi plus. Voilà. C'est une question qui nécessite des heures de sommeil, je pense. Moi, je dirais juste que ça ressemblerait quand même à un système un peu libertaire, ou en tout cas pas celui qu'on nous vend, ça c'est clair. Mais parce que je sais pas c'est quoi les différents systèmes. Alors, bon, En tout cas, je sais pas si on parle de démocratie, mais pour moi, on est clairement pas en démocratie, même si on est dans une des moins pires démocraties du monde. Mais on a quitté le domaine de la démocratie. Pour moi, on est en oligarchie et meilleur système, je sais pas s'il y en a. Je pense qu'il reste à inventer en fait tout le temps, et c'est surtout des bases que j'aimerais voir. Enfin, on en a parlé, lutter contre les oppressions, mais pas en stigmatisant d'autres groupes, et puis se réapproprier sa vie, quoi, arrêter de la déléguer sa vie. Donc système politique, je sais pas si on parle de représentation, mais les questions si de représentation, les questions de démocratie directe, il y a les questions de démocratie liquide. Alors la démocratie liquide, pour aller rapidement, et vous me dites si je me trompe, hein, parce que voilà, là on le fait sur le vif, mais je crois que c'est le Parti Pirate qui propose ça beaucoup, l'idée de démocratie liquide, qui consiste à faire appel vraiment aux gens qui peuvent participer, par exemple en mettant des idées via Internet, ça peut être sous tel système, et qui va faire que on aura une plus grande ce sera plus horizontal, on va dire, dans la manière où les gens peuvent prendre la parole et peuvent discuter autour de projets, proposer des projets, etc. Voilà, je ne suis pas un spécialiste en démocratie liquide, donc peut-être il y en a certains qui vont dire mais il dit des bêtises, etc. Donc vous me dites, vous précisez ça sur le pad, je l'aurai tout de suite à l'heure qu'il est, et avec ma fatigue, je préfère pas trop faire une typologie de démocratie, j'ai peur de dire des bêtises, et ça nécessiterait même pas toute une soirée, voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque là, pour le coup, que, et c'est important de le signaler, il n'y a pas qu'une démocratie ou quelques démocraties qui auraient déjà été envisagées dans l'histoire. Tu le disais, il y a beaucoup de possibilités à inventer, à mélanger, etc. Et sans doute pas de système définitif. Puisque moi, j'aimerais bien rajouter qu'on cherche toujours le système le meilleur. Je ne crois pas en un système définitif où il suffirait d'installer quelque chose, une organisation, et que dans 1000 ans, on y serait toujours. Dans 1000 ans. Bien la référence. Les trucs qui durent 1000 ans. Enfin, 1000 ans, oui. Ce que je veux dire par là, c'est essayer de penser une sorte de super système qui va tenir, comme si on est presque encore dans une sorte de compétitivité, ou encore dans cette idée de progressivité, où il faudrait que ce soit toujours meilleur, que ça dure plus longtemps, que ce soit encore plus stable qu'avant, etc. Je ne crois pas qu'on puisse penser la politique comme ça. Je pense qu'il faut plutôt voir quelque chose de vivant et de souple, propre à des époques, à des personnes, à des problématiques de l'époque. C'est aussi notre fonctionnement. Voilà. On est des êtres vivants qui s'adaptent, qui se plient en fonction des conditions de vie, tout ça. Donc je pense que le système où on vit, tout ça doit être très souple. Alors, chercher un système politique parfait, non. Moi j'en ai un. C'est que, parce que j'ai oublié de le dire, mais il est possible que le pape 40 de l'Église de la Très Sainte Consommation se présente aux élections de 2017. Ouh. Donc une fois que c'est un scoop, c'est une annonce. Non, c'est pas. Bah non, je peux pas dire que c'est un scoop parce que c'est pas sûr du tout. Mais il est possible. Oui, mais ça c'est facile. Avec un peu avec des mallettes, on peut tout obtenir. Mais donc peut-être que vous pourrez voter pour le pape 40 de l'Église de la Très Sainte Consommation en 2017. Et une fois président, la première mesure, semble-t-il, ça sera d'augmenter le revenu du président de
je sais plus, enfin, l'augmenter par 10, quoi. Voilà. Ce qui est pas mal. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. De 10 chiffres peut-être. C'est De peut-être- 10 chiffres aussi. D'accord. Je crois que là, on a le débat est clos, du coup. On a Je crois qu'on a fait le parfait. tour. D'accord. Voilà. Non, c'est... alors, je regarde les autres questions, on en a d'autres. On a certaines qui sont délicates en peu de temps. Ce qu'on peut faire, c'est les mettre des côtés aussi et réfléchir. Ouais. Y ouais, ouais. répondre. Est-ce que faire plus des tard. enfants dans un monde tel que nous avons est responsable? Non, c'est Oula. pour ça que j'en ai fait un. C'est parce que je suis responsable. Mais alors, c'est pas très, c'est pas très. Je sais pas si je mettrais pas le mot responsable, mais c'est un peu fou, mais je le conseille. Alors, Ça, on répond rapidement. C'est Oui, un peu voilà. rapide, mais oui. Mais c'est aussi. Je parce le que beaucoup de conseille gens parce posent que je des le- questions et ouais. on pourra peut-être pas avoir le temps de les approfondir, mais au moins de les lire, peut-être Mm. pour vous aussi, vous pouvez vous approprier pour le coup ces questions-là et continuer sur l'IRC ou ailleurs. Bonsoir. Estimez-vous que le hacking social permet aussi de désamorcer les situations violentes à plus ou moins grande échelle? Alors, c'est plus sur des petites échelles avant toute chose. À grandes échelles, là, c'est autre chose. En tout À cas, moins, désamorcer à part les yes men qui sont toujours un exemple, qui arrivent à faire quand même chuter un cours de bourse juste avec une petite apparition à la télé bien montée. Mais je crois que c'est la question, c'est désamorcer des situations violentes qui existent en fait. Oui, C'est ça, mais hein, si j'ai bien c'était compris. à plus ou sous moins grande Mm. échelle. À petite échelle, oui, je pense que n'importe qui, même sans rien savoir de hacking social, même en le faisant par pur automatisme, on peut arriver à stopper quelque chose de violent, quoi. On peut. Après, tout dépend de la situation en question. Oui. On peut pas, il n'y a pas de loi générale sur le hacking social. C'est vraiment tout est affaire de situation. Mais je pense que C'est très facile, par exemple, de casser une situation qui pourrait très bien s'envenimer, devenir agressive. Mettons, je sais pas, vous êtes salarié, vous êtes caissier. Voilà. Vous êtes caissier, vous avez un client très agressif qui arrive, qui essaie enfin, qui se plaint pour X raisons, enfin qu'importe. Eh bien, déjà, ne surtout pas être de façon réciproque, avoir la même réaction que lui, ne surtout pas lui rendre ce qu'il cherche, parce que très souvent quand il y a cette agressivité-là, eh bien on cherche une réaction, et la meilleure façon de désamorcer, c'est d'adopter une attitude complètement inattendue, j'ai envie de dire, en tout cas qui ne va pas du tout correspondre, qui va déstabiliser la personne agressive et qui fait que ça peut désamorcer. Là, il faudrait citer une situation beaucoup plus précise, mais en tout cas à petite échelle, oui. Ensuite, à grande échelle, c'est une autre question. Par contre, ce que le hacking social ne fera pas, c'est, en tout cas dans l'attitude du hacker, il ne s'agit en aucun cas de créer des situations qui pourraient mener d'une manière ou d'une autre à des rapports conflictuels et à moyen ou long terme violents. oui, en effet. Ça, il faut le dire tout de suite. Est-ce qu'il y a une solution magique pour désamorcer des situations violentes? Non, c'est une question de situation. Et si via les outils en psychologie sociale ou autres, on peut désamorcer, autant le faire, bien sûr. Mais dans les actions qui sont faites, et ça on insiste, on ira, quand on dit il ne s'agit pas d'aller dans la confrontation, dans le conflictuel, c'est justement pour éviter on tombe, que ça s'envenime dans un cercle vicieux qui aille jusqu'à des proportions violentes, agressives, etc. D'où encore ce choix de passer par des chemins détournés aussi. C'est pour non seulement, c'est pas seulement pour éviter le conflit, genre ah vous êtes lâche, mais non, c'est beaucoup plus efficace. Quand on passe par des chemins inattendus, c'est beaucoup plus efficace. Donc c'est pragmatique en fait. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus, mais même dans l'activisme en général, lorsqu'on a la possibilité d'aller dans le conflictuel où on sait que ça va mener, je ne sais pas si ça s'est déjà présenté, à des choses violentes, des confrontations, ou à se dire tiens, est-ce que je ne peux pas trouver un chemin détourné, etc.
on remarque parfois que c'est l'inattendu, l'imprévisible qui est beaucoup plus efficace. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très pragmatique finalement, pas du tout. Je sais pas ce que tu. Si Tout tu à as fait. à dire. Oui, notre combat anti-pub, juste au passage, je réponds à une question qui nous dit pourquoi la pub, pourquoi ne pas s'en servir comme un outil. J'invite à regarder le replay du coup de l'émission, enfin de la conf de tout à l'heure, où on a répondu pourquoi on trouvait que la pub était un mauvais, enfin constituait un danger. Mais sinon, la manière dont on pratique l'anti-pub, c'est une manière non violente. Et c'est vrai que ça désarçonne, y compris les policiers, puisqu'on fait de la désobéissance civile. Mais au lieu de nous, voilà, au départ, s'ils connaissent pas les déboulonneurs, ils pensent qu'on est des délinquants, qu'on va péter la vitre, etc. Or, on inscrit des messages politiques sur les panneaux de pub. Et on leur donne, enfin voilà, on est prêt à assumer notre acte et aller au commissariat, quoi, et avoir des procès. Donc ça les désarçonne, ça met un autre rapport de force et c'est intéressant. Et j'ai fait aussi du clown activiste. Donc ça consiste, voilà, ce sont des brigades de clowns. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, qui sont souvent présents lors des G8 ou des G20 ou des grandes manifestations altères. Et c'est assez jubilatoire d'avoir. Alors c'est pas le clown à l'ancienne qu'on voit dans les cirques des 70 ans. Hein. C'est se faire un personnage et justement faire en sorte de désarçonner, comme tu dis, l'adversaire. Et une armée de clowns face à des policiers, c'est vraiment, ça met, comme tu dis, c'est engager le combat d'une autre manière et non violent en plus. Je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Je trouve ça intéressant. Et avec une efficacité qu'on remarque. Ouais, oui, avec une efficacité, mais après, ça peut être considéré comme bisounours parce qu'on en a parlé tout à l'heure pour certains. Moi, je dis toujours qu'il y a des formes très complémentaires de lutte et à force de contourner l'adversaire, de contourner, après on l'encercle et là ça devient intéressant. Alors, je crois qu'on va pas tarder à s'arrêter. Du coup, on va peut-être passer au mot de la fin à nouveau, le vrai mot de la fin cette fois. On avait encore d'autres questions. N'hésitez pas vraiment, pourquoi pas, si ça vous est destiné à contacter les déboulonneurs, ou pour nous sur le forum du hacking social, si vous voulez continuer la discussion. Ou via mail. Voilà, on se voit plus comme... on essaie un petit peu de lancer des pistes de réflexion et c'est à vous maintenant de continuer. Je voulais déjà, nous tous, vous remercier pour avoir été aussi actifs au niveau des questions, où finalement il n'y a pas eu de moment ou de blanc, il y avait toujours une question, une remarque sur laquelle on pouvait s'appuyer, c'était vraiment vivant, donc merci à vous. Merci. Et n'hésitez pas à continuer cette réflexion. Nous on vous dit bonne nuit, bonne soirée je vais peut-être pas dire, mais bonne nuit, et à la prochaine fois pour d'autres occasions, et aller faire un tour soit à l'église de la Sainte Consommation, voir ce que font les déboulonneurs. N'hésitez surtout pas. Bonne nuit. Ciao, bonne nuit.